À l'extérieur de la prison, une foule d'environ 500 personnes attend avidement l'annonce de sa mort en chantant « Brûle, Bundy, brûle !» They ran electricity through his eyes. 4, 3, 2, 1. You gonna represent yourself, or you gonna get another attorney? I'm staying with the man I know best right now, and that's me. Sure, I get angry. Very, very angry and indignant. I don't like being locked up for something I didn't do, and I don't like my liberty taken away, and I don't like being treated like an animal, and I don't like people walking around and ogling me like I'm some sort of weirdo, because I'm not. Une question hante les enquêteurs et tous ceux qui ont essayé de comprendre les motifs du meurtrier. Comment un jeune homme aussi charmant et intelligent que Bundy a-t-il pu commettre des actes aussi effroyables sur des personnes qu'il ne connaissait même pas? Have you ever physically harmed anyone? Ever physically harmed anyone? No. No. You know, again, not in the context, I think, that you're speaking of. Ted Bundy a vécu les 3 premières années de sa vie chez ses grands-parents qui l'ont éduqué en le faisant passer pour leur propre fils. Il y avait pas mal de stigmatisation à l'époque envers les mères célibataires. Les amis, les autres membres de la famille, et Bundy lui-même pensaient qu'il était véritablement leur fils. Ce serait vers 23 ans qu'il apprit la vérité, quand un de ses cousins lui montra son certificat de naissance en le traitant de bâtard. Il en voudra toute sa vie à sa mère pour ne lui avoir jamais parlé de son vrai père, et pour l'avoir laissé découvrir la vérité par lui-même. Il dit avoir eu beaucoup de respect pour son grand-père, mais les autres membres de la famille dirent de lui qu'il était une brute tyrannique raciste qui frappait sa femme et le chien de la famille. Le père exact de Ted étant inconnu, des rumeurs disent que son grand-père serait réellement son père biologique et qu'il serait ainsi issu d'un inceste. Ted avait déjà une attitude assez morbide dès son enfance. Sa tante Julia raconta qu'un jour, en se réveillant d'une sieste, elle se retrouva encerclée de plusieurs couteaux de cuisine, puis elle vit Ted, 3 ans, debout devant elle, tout souriant. Concernant sa vie sociale, il dit avoir choisi d'être seul durant son adolescence car il n'arrivait pas à comprendre ce qui poussait les gens à vouloir être amis. Malgré ça, des anciens élèves de son lycée dirent de lui qu'il était populaire et apprécié. Durant ses années d'études, Bundy rencontra Stephanie Brooks, une étudiante avec laquelle il vit une histoire amoureuse. Il arrêta assez rapidement ses études et se mit à faire des petits jobs, salaire très faible. Il s'intéressa à la politique et se mit à faire du volontariat pour soutenir la campagne présidentielle de Nelson Rockefeller. Peu de temps après, Brooks arrêta leur relation et retourna dans sa maison familiale, frustré par l'immaturité de Ted et son manque d'ambition. Le psychiatre Dorothy Lewis évoqua plus tard cette situation comme étant un point crucial dans le développement de Ted. Complètement dévasté par le rejet de Brooks, Ted reprit ses études, fit de la psychologie et devint un étudiant d'honneur très bien vu par ses professeurs. Il rencontra une secrétaire de son université, Elizabeth Klopfer, une femme divorcée avec laquelle il entretiendra une relation amoureuse de plusieurs années. Il travailla pendant ses études pour un centre téléphonique de prévention contre le suicide. Il rencontra la policière Anne Ruhl et travailla à ses côtés. Elle décrit n'avoir absolument rien perçu d'inhabituel dans le comportement de Ted. Elle le décrivait comme quelqu'un de gentil, solidaire et empathique. Après avoir obtenu son diplôme de spécialiste en psychologie, il se remit à faire de la lutte politique aux côtés du gouverneur Daniel Evans et participa activement à sa réélection. Il fut embauché en tant qu'assistant de Ross Davis, président du Parti républicain de Washington, qui décrit Bundy comme quelqu'un d'intelligent, avec beaucoup de potentiel. Bundy réussit à se faire accepter au sein d'une université de droit, grâce aux lettres de recommandation d'Evans, de Davis et ses professeurs de psychologie. Au cours d'un voyage d'affaires politiques, il revit Brooks avec laquelle il raviva sa relation. Elle s'émerveilla de sa transformation à la pointe d'une carrière juridique et politique distinguée. Il continua quand même sa relation avec Klopfer en parallèle, chacune des deux n'ayant pas connaissance de l'existence de l'autre. Il commença à parler de mariage avec Brooks et la présenta même à Davis en tant que fiancée. Mais subitement, il finit par couper tout contact avec elle sans aucune explication. Après un mois de tentative, elle réussit à l'avoir au téléphone pour lui demander des explications, et il lui aurait répondu très calmement. « Stéphanie, je n'ai aucune idée de ce que tu me racontes », avant de raccrocher. Elle n'entendit plus jamais parler de lui. Il raconta qu'il voulait juste se prouver qu'il aurait pu se marier avec elle. Finalement, il arrêta de suivre ses études de droit et les disparitions commencèrent à se faire entendre. Tueur, cambrioleur, kidnappeur, violeur et nécrophile, vu comme charismatique et bienveillant, il approchait ses victimes sous prétexte de demande d'aide.
5 témoins féminins ont décrit un jeune homme avec un léger accent s'étant présenté à elles comme Ted en demandant leur aide pour décharger un voilier. Elles ont toutes refusé, sauf une qui l'a accompagné jusqu'à sa voiture avant de se rendre compte qu'il n'y avait absolument pas de voilier, puis a fui instantanément. On ne sait pas combien de personnes il a tué, ces versions ont aussi beaucoup divergé selon les interrogatoires, certains pensent même qu'il a commis ses premiers meurtres étant encore ado. Officiellement, il a confessé 30 crimes mais on en estime plus d'une centaine. Bundy a été arrêté au cours de ses 28 ans en 1975 par un agent de la patrouille de l'autoroute de l'Utah qui l'a observé en train de naviguer dans un quartier résidentiel pendant des heures de pré-aube, puis de fuir à grande vitesse après avoir vu la voiture de patrouille. L'officier a fouillé la voiture et a trouvé un masque de ski, un deuxième masque fabriqué à partir de collants, un pied de biche, des menottes, des sacs à ordures, une bobine de corde et d'autres objets initialement supposés être des outils de cambriolage. Ted répliqua que le masque de ski était bien utilisé pour skier, qu'il a trouvé les menottes dans une poubelle et que les autres équipements étaient des outils de bricolage de maison. Les policiers ont fait des liens entre le nom de Bundy et des témoignages, mais n'ont pas pu recueillir assez d'éléments pour le retenir et il a été libéré. Les policiers sont allés interroger Klopfer qui leur confia avoir découvert des objets qu'elle ne comprenait pas dans sa maison et dans l'appartement de Bundy, tels qu'une série de béquilles, un sac de plâtre, un couteau à viande jamais utilisé pour la cuisine, des gants chirurgicaux et un sac rempli de vêtements pour femmes. C'est à partir de ce moment-là que les enquêteurs se sont beaucoup intéressés à lui, se sont mis à le surveiller et à faire des rapprochements avec les meurtres pour enfin finir par le juger coupable. Le jour qui précéda son exécution, Ted Bundy s'est exprimé sur un danger de l'industrie pornographique et de l'effet que ça a eu sur sa vie. Ted, it is about 2:30 in the afternoon. You are scheduled to be executed tomorrow morning at 7 o'clock. What's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left as fruitfully as possible. Those roots. First of all, you, as I understand it, were raised in what you consider to have been a healthy home. Absolutely. You were not physically abused, you were not sexually abused, you were not emotionally abused. No. So much grief, so much sorrow, so much pain for so many people. Where did it start? How did this moment come about? I hope no one will try to take the easy way out and to try to blame or otherwise accuse my family of contributing to this, because I know, and I'm trying to tell you as honestly as I know how, what happened, and I think this is the message I want to get across. My experience with, I'd say, pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like other kinds of addiction, I would keep looking for more potent, more explicit, more graphic kinds of material. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking. I don't want to infer again I understand that. That I was some helpless kind of a victim, and yet we're talking about an influence that is the influence of violent types of media and violent pornography, which was an indispensable link in the chain of behavior, the chain of events that led to the behaviors, to the assaults, to the murders, and what have you. Those of us who have been so much influenced by violence in the media, in particular pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families. And pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. It snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, and as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, there is no protection against the kinds of influences that are loose in a society that tolerates
You feel this really deeply, don't you? Ted, outside these walls right now, there are several hundred reporters that wanted to talk to you. Yeah. And you asked me to come here from California because you had something you wanted to say. This hour that we have together is not just an interview with a man who's scheduled to die tomorrow morning. I'm here and you're here because of this message that you're talking about right here. You really feel that hardcore pornography and the doorway to it, softcore pornography, is doing untold damage to other people and causing other women to be abused and killed the way you did others. Listen, I'm no social scientist, and I haven't done a survey. I mean, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. But I've lived in prison for a long time now. And I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception. Deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. Yeah, that's true. And it's real. It's true. Ted, what would your life have been like without that influence? You can only speculate. Yeah. Well, I know it would have been far better, not just for me, and it's, excuse me for being so self-centered here. It would have been a lot better for me and lots of other people. I know that, lots of other innocent people, victims and families. It would have been a lot better. There's no question, but that it would have been a fuller life. Certainly a life that would not have involved, I'm absolutely certain, would not have involved this kind of violence that I have committed.